Et salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui, je vais te parler d'une vitamine que j'ai étudiée récemment, donc c'est aussi pour ça que je voulais en parler, parce que j'en ai jamais vraiment parlé dans un épisode, c'est la vitamine E. Donc il me semblait intéressant de faire un épisode dessus, parce que c'est une vitamine qu'on parle pas forcément beaucoup, et qui est à mon sens un petit peu sous-estimée, pour plusieurs raisons. Donc déjà la première raison, c'est que son rôle... Généralement, on dit que c'est le même que la vitamine C. Et la vitamine C, on en parle beaucoup par rapport à la vitamine E. Donc, on a tendance, on le dit pas directement, mais les personnes ont tendance à un petit peu mettre trop en avant la vitamine C par rapport à la vitamine E. Et pourtant, elles ont certes un rôle très similaire, mais c'est pas exactement le même. Et on va d'ailleurs voir que ces deux vitamines sont liées. Et également parce que cette vitamine E là, en fait, on n'y pense pas trop, alors que pourtant les apports peuvent vite être pas atteints. Donc ça, je vais aussi en parler. Du coup, concrètement, qu'est-ce que c'est que la vitamine E déjà? Donc la vitamine E, un petit peu pour le côté théorique, c'est une vitamine donc liposoluble. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui a un intérêt, c'est-à-dire c'est important de le savoir, parce que liposoluble veut dire que c'est une vitamine qui a besoin de graisse pour être assimilée. Et du coup, donc je vais en reparler après, mais c'est un facteur qui fait déjà qu'il est important de consommer cette vitamine avec des graisses si on veut en avoir de bons taux. Mais ça, je vais y revenir après, parce qu'il faut quand même un petit peu nuancer. Et sinon, c'est une vitamine qui a... donc en fait, il y a 8 formes de cette vitamine. C'est pour ça qu'on l'appelle la vitamine E, parce qu'il n'y a pas de vrai nom comme par exemple l'acide ascorbique pour la vitamine C. Donc il y a 4 formes, des tocotriénols et des 4 formes tocophérols aussi. Donc il y a la forme alpha, bêta, gamma et delta pour les tocophérols et pour les tocotriénols, donc ça fait 8, mais bon, ça c'est pas super important. Généralement, quand on parle de vitamine E, on parle de l'alpha tocophérol qui est on va dire la plus importante et celle qui sert de base concernant l'activité de la vitamine au sein du corps. Et c'est aussi parce que c'est celle qu'on a le plus dans le corps, hein, donc c'est pour ça qu'on s'y intéresse plus. Donc voilà, donc ça c'était vraiment pour le côté théorique, c'est pas forcément le plus intéressant. Mais j'ai pas non plus envie de dire plein de théories dans cet épisode. Je pense que ça n'a pas trop d'intérêt. L'idée, c'est que j'aille directement droit au but et surtout sur un aspect un peu pratique, où on peut en tirer des choses bénéfiques dans la vie de tous les jours. Donc concrètement, à quoi sert la vitamine E? Alors la vitamine E, en fait, c'est pas une vitamine qui a 46 rôles. C'est plutôt un seul rôle, un énorme rôle en fait, qui va du coup évidemment intervenir dans plein de phénomènes du corps. Et du coup, on pourrait dire qu'elle a plusieurs rôles, mais en fait c'est toujours lié à ce rôle-là. C'est le rôle d'antioxydant, donc c'est pour ça que je parlais de la vitamine C tout à l'heure, parce que la vitamine C a aussi un rôle d'antioxydant, et généralement on a tendance à un petit peu vite confondre la vitamine E et vitamine C concernant leur rôle, alors que c'est pas exactement pareil. En fait, la vitamine E, c'est un antioxydant, donc un antioxydant pour les personnes qui ne savent pas forcément, en fait ça veut dire que c'est une molécule qui va agir face aux molécules qui peuvent être inflammatoires en excès au sein du corps. Donc on appelle ça des molécules, des ROS, des Reactive Oxygen Species. Je sais jamais trop comment le traduire, mais en gros ce type de molécules là, en fait, on va dire, sont naturelles, on en produit normalement, donc c'est pas un drame. Le problème, c'est que si on n'a pas les molécules antioxydantes qu'il faut dans le corps, ou du moins on n'en a pas de bon taux, et bien ces molécules là, donc ces ROS, peuvent vite être en excès, ce qui peut créer des inflammations et donc des maladies chroniques à très long terme, etc. Donc la vitamine E, c'est un petit peu un rôle de bouclier, hein, en quelque sorte, un rôle protecteur face à l'inflammation et donc à plein de maladies à très long terme. Et du coup, ouais, on se dit, bah oui, c'est le même rôle que la vitamine C. En fait, non. Certes, les deux ont un rôle d'antioxydant, mais déjà, il y a une principale différence entre les deux. C'est que la vitamine C, c'est une vitamine hydrosoluble, et la vitamine E, c'est une vitamine liposoluble, ce qui veut dire que leur rôle d'antioxydant, en soi, il consiste un petit peu à la même chose, sauf qu'elles ne vont pas agir au même endroit. C'est-à-dire que la vitamine C va plutôt agir, vu qu'elle est hydrosoluble, dans des milieux du corps où c'est riche en eau, alors qu'à l'inverse, la vitamine E va agir à des endroits où c'est pauvre en eau, donc c'est plutôt riche en lipides. C'est-à-dire que par exemple, la vitamine C, elle ne va pas être présente au niveau des membranes cellulaires, ça va pas être son site où elle agit, et ne va pas être présent par exemple dans les lipoprotéines. Donc quand je dis lipoprotéines, ça peut faire peur, mais c'est tout ce qui est un petit peu cholestérol, qu'on connaît souvent. Le meilleur exemple, c'est par exemple le LDL, c'est une lipoprotéine. Et voilà, donc la vitamine E va intervenir
à ces endroits-là, c'est-à-dire va éviter que les membranes se dégradent à cause d'un excès d'ROS, ou alors que les lipoprotéines aussi se dégradent et deviennent oxydées, parce que par exemple le LDL oxydé au niveau du plasma, etc., c'est un facteur de risque concernant les maladies. Donc la vitamine E va agir là, mais la vitamine C, elle ne peut pas agir ici. Donc là, c'est la grosse différence entre les deux, c'est-à-dire que on peut pas dire bah oui, j'ai beaucoup de vitamine C, donc la vitamine E, on s'en fout un peu plus parce que j'ai déjà le rôle antioxydant qu'il faut. En fait, ça c'est complètement bête de dire ça, parce que certes, le rôle antioxydant est similaire, mais il n'agit pas au même endroit. Donc ça, c'est le premier gros point. Le deuxième gros point, c'est que alors la vitamine C va avoir quand même une relation avec la vitamine E. C'est que la vitamine E, une fois qu'elle va être utilisée, donc une molécule de vitamine E va être utilisée pour son rôle d'antioxydant. Donc une fois qu'une molécule comme ça est utilisée pour agir en tant qu'antioxydant, elle perd sa fonction d'antioxydant. Sauf que la vitamine E, donc cette molécule qui aura utilisé son rôle d'antioxydant et qui va l'avoir perdu, va pouvoir être régénérée par d'autres molécules, et notamment par la vitamine C. C'est-à-dire que la vitamine C, en fait, va pouvoir un peu servir de réserve pour la vitamine E, pour qu'elle puisse se renouveler et qu'elle puisse de nouveau agir en tant qu'antioxydant. Il n'y a pas que la vitamine C qui fait ça, il y a aussi le glutathion. Je ne sais jamais si je le prononce bien, mais ça c'est un autre antioxydant qui est très présent dans le corps, qui n'est pas présent par exemple dans l'alimentation comparé à la vitamine E et vitamine C, qui a aussi un petit peu cet effet là sur la vitamine E. Donc voilà un petit peu concernant le rôle de la vitamine E. Donc ça paraît un petit peu bête comme ça de dire que la vitamine E a juste un rôle d'antioxydant, ou du moins que c'est son rôle principal, mais c'est un rôle qui est extrêmement important à long terme pour tout ce qui est maladie, etc. Donc à ne pas négliger. Et puis sinon on pourrait dire qu'il y a un deuxième rôle, mais encore une fois c'est beaucoup lié à ce rôle d'antioxydant, même si c'est pas que ça, c'est que la vitamine E agit aussi au niveau de la santé cardiaque, avec différents processus biochimiques, donc c'est un petit peu chiant à expliquer, mais pour faire assez simple, la vitamine E en fait va pouvoir agir sur différentes protéines au niveau des cellules cardiaques, qui vont permettre globalement de stimuler en fait la vasodilatation, donc notamment au niveau de l'oxyde nitrique synthase, qui est du coup une protéine qui permet la production d'oxyde nitrique, qui est un des vasodilatateurs les plus importants et présents dans le corps. Donc ça c'est un aspect super important au niveau de la vitamine E, parce que la santé cardiaque, donc ça a déjà été étudié, la supplémentation en vitamine E par rapport à la santé cardiaque, mais c'est un facteur qui est réel, on va dire, c'est-à-dire que la vitamine E peut vraiment avoir un impact sur la santé cardiaque. Donc voilà un petit peu pour le second rôle, même si celui-là il est un petit peu plus secondaire. Donc voilà, donc là on a vu un petit peu pour les rôles de la vitamine E. Globalement j'ai rien d'autre à rajouter, après ça serait vraiment du chipotage et on reviendrait un petit peu toujours à l'essentiel, qui est que cette vitamine là elle agit en tant qu'antioxydant, et du coup ça impacte plein de choses. Mais au niveau des besoins, donc tout à l'heure je disais oui, déjà on a tendance à, on va dire, à sous-estimer un peu son rôle par rapport à la vitamine C, etc. Donc ça on a vu. Mais maintenant je disais aussi que oui, on a tendance à sous-estimer un peu les apports. En fait la vitamine E, par exemple en France, c'est pas forcément une vitamine qui est à craindre, parce qu'il y a une grosse habitude qui va principalement déterminer les apports en vitamine E d'une personne, c'est l'huile de cuisson qui est utilisée. C'est-à-dire que par exemple dans l'Europe du Nord, de manière culturelle, eh bien les personnes utilisent plus d'huile de soja, et nous on utilise plus d'huile de tournesol en règle générale. Bien sûr ça reste des études, il y a des études qui ont analysé ça reste évidemment une moyenne de la population, mais en fait par exemple si on compare ces deux huiles là, l'huile de tournesol contient environ une cinquantaine de milligrammes de vitamine E pour 100 grammes, et l'huile de soja ne contient que 1,2 mg, donc 1-2 mg de vitamine E pour 100 grammes, ce qui est une énorme différence, parce que l'huile de tournesol en fait a 50 fois plus presque de vitamine E pour la même quantité que l'huile de soja. Et pourtant les pays du Nord en fait utilisent l'huile de soja comme huile de cuisson pour pas mal de choses, à la place on va dire de l'huile de tournesol, pour un petit peu caricaturer, et ça fait que vite fait dans la journée les apports ne vont pas du tout être les mêmes, parce que imaginons au cours d'une journée une personne, je sais pas moi, avec ses deux repas elle met 20 grammes d'huile de tournesol déjà pour sa cuisson, et bien ça va amener à
a déjà 10 mg presque de vitamine E pour l'huile de tournesol, alors que si la personne en Europe du Nord fait pareil mais avec de l'huile de soja, eh bien elle va arriver à peine 0,2 mg d'huile de soja. Enfin 0,2 mg de vitamine E. Et ça en fait c'est une énorme différence, parce que si on compare par rapport aux apports journaliers, on se rend compte que la vitamine E en apport journalier recommandé c'est 15 mg par jour, ce qui est déjà une recommandation énorme et que énormément de personnes ne l'atteignent pas. Il y a des études qui ont analysé les apports au niveau des États-Unis, notamment de vitamine E de la population générale, et ils ont estimé que les apports en vitamine E, c'est très rare que les personnes dépassent les 10 mg de vitamine E par jour. Donc on est quand même assez loin des apports recommandés à 15 mg, mais on se rend compte que déjà en simplement changeant l'huile de cuisson, on va énormément changer et influencer nos apports en vitamine E. Donc ça, c'est pour ça aussi que je disais tout à l'heure, faut pas la négliger cette vitamine. Donc évidemment, en fonction de l'huile qu'on utilise, nous, si elle est riche en vitamine E, on a moins à craindre, on va dire, cette vitamine concernant la déficience. Mais selon, on va dire, notre culture, selon les huiles qu'on utilise, etc., c'est effectivement quelque chose qui peut vite changer. Donc ça, c'est un facteur effectivement à prendre en compte. Donc je pense avoir tout dit concernant la vitamine E, j'ai rien d'autre à rajouter. Après je peux toujours faire une deuxième partie en détaillant plus un aspect de la vitamine E, notamment la supplémentation. Là j'en ai pas parlé, mais la supplémentation c'est pas la vitamine qu'on supplémente le plus, parce que c'est déjà une vitamine liposoluble, donc il y a un risque de toxicité déjà, mais aussi parce que c'est pas forcément celle où c'est le plus nécessaire, où ça paraît le plus important en premier lieu par rapport à d'autres, même si encore une fois c'est pas une vitamine à négliger. Donc si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un message, c'est avec plaisir. N'hésite pas à me suivre sur Instagram aussi pour davantage de contenu. Et puis si tu veux aller plus loin pour en savoir plus sur tous les nutriments, pour également avoir tous les outils à disposition pour pouvoir créer des repas avec une riche valeur nutritionnelle, également avoir les repas qu'il faut pour perdre du poids, pour atteindre tes objectifs, etc. Je t'invite à aller voir l'outil BDO que je propose, donc c'est un lien dans la description du podcast. C'est quelque chose qui pourrait vachement t'intéresser, aussi bien en tant que coach ou en tant que personne qui souhaite s'améliorer tout simplement. Donc n'hésite pas à aller voir, et on se dit à la prochaine. Allez, ciao.